Bonjour, aujourd'hui nous recevons Kléber Mesquida. Bonjour, bonsoir. Voilà. Alors nous allons attaquer directement avec l'interview parce que pour des problèmes techniques, donc nous vous présentons la une du prochain numéro de La Glorieuse. Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault, premier vice-président entre 1998 et 2012, sous la présidence d'André Vézinet. Puis président depuis 2015, c'est bien ça? C'est bien ça. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est différent entre la vice-présidence et la présidence. Eh bien, lorsqu'on a la présidence, on a la transversalité sur toutes les délégations des vice-présidents. Lorsqu'on est vice-président, on est dans son domaine. J'avais l'aménagement du territoire, les routes, mais je n'avais pas une vision sur l'ensemble des compétences du département. Le président, c'est le chef de l'exécutif. Il a 15 vice-présidents délégués. Donc, ils agissent au nom du président. Et en cela, il doit avoir une vue transversale sur toutes les thématiques. Quelles sont aujourd'hui les priorités du département? Elles sont multiples. Priorité du département, on a lancé un très grand chantier, le très haut débit. Ça faisait partie des priorités. On vient de terminer de boucler le no-tour de l'Hérault pour mettre en valeur la viticulture et mettre en synergie cette économie-là. On a, bien sûr, les priorités, c'est les solidarités aux personnes. Ça c'est notre compétence première. Ça nous capte la moitié du budget. C'est pas neutre. Donc, ça fait partie des points de préoccupation. Et puis, nous avons affaire aussi à différentes actions telles que Héroculture, la jeunesse, les sports. Dans tous les domaines de la vie, le département intervient. Depuis la protection maternelle infantile jusqu'au dernier âge, puisqu'on assiste les personnes âgées qui sont en dépendance jusqu'à leur dernier moment, la personne handicapée, l'aide sociale à l'enfance. Donc dans toutes les périodes de la vie, les collèges également, il y a la présence du département à travers ces actions. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de Michel Rocard qui disait à l'époque, ouvrant les guillemets, la France ne peut accueillir toute la misère du monde? Écoutez, la France est un pays d'abord de brassage. On a eu différents épisodes. À une certaine époque, c'était les Espagnols qui étaient venus. On en a beaucoup dans le sud de la France. On a eu également les Italiens. On a eu ensuite la vague de rapatriés d'Afrique du Nord, dont je suis. Il y a de l'accueil permanent. Nous avons des gloires nationales qui viennent de nationalités différentes et qui ont été français. Quand on pense à Zidane, quand on pense à Mimoun, quand on pense à Basile Boli, Lilian Thuram, on a un brassage de personnalités qui ont fait la force de la France. Donc, ce que disait Michel Rocard, il faut le relativiser parce qu'il se disait, bon, si la France est seule, ben, aujourd'hui, il y a d'autres pays d'Europe qui sont également dans l'accueil. Comment faire ici le pays des droits de l'homme, refouler toutes les personnes qui sont en difficulté, qui ont traversé des épreuves indescriptibles, avec quelquefois de la maltraitance humaine. Combien de naufragés ont péri en mer? Est-ce que vous pensez qu'ils sont venus là simplement parce qu'il y avait un Eldorado? Ils sont venus là parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans leur pays, soit par les tortures, par la guerre, soit quelquefois par raison économique, parce qu'ils n'ont même pas de l'eau dans la commune. Donc, bien sûr qu'il faut une régulation, bien sûr qu'il faut une solidarité européenne, mais nous ne pouvons pas brutalement dire rejetons toutes les personnes à la mer, comme certains l'ont laissé entendre. Quel est votre regard aujourd'hui sur la polémique qui a un peu agité le Landerneau là, sur la justice qui demande des tests osseux là, à propos des jeunes migrants? Alors, moi je ne suis pas un spécialiste, mais paraît-il que ça serait fiable en partie, pas totalement, mais je n'ai pas encore la preuve de la fiabilité ou pas de ces tests osseux. Alors, c'est vrai aussi que nous sommes un pays où il y a des règles et que le département a en charge l'accueil des jeunes mineurs. Lorsque des majeurs se font passer pour des mineurs, il faut bien déterminer, sinon ça serait une porte ouverte à beaucoup d'abus. Et là, tous les citoyens ne seraient pas égaux devant la loi, citoyens de la République. Donc je crois qu'il faut qu'on ait cette préoccupation de déterminer qui est majeur, qui est mineur. Au PS, là, il y a quelques années, il y avait une campagne de défense des départements sur le thème du bouclier social. Quelles sont aujourd'hui les politiques sociales du département, de votre institution? Vous savez,
le département, il est chargé, par la loi, des compétences des solidarités aux personnes. Ça passe par la protection maternelle infantile, ça passe par l'aide sociale à l'enfance, ça passe par la prestation aux personnes handicapées, ça passe à la prestation aux personnes qui sont en perte d'autonomie, et ça passe aussi sur les actions d'insertion. Sur notre budget de 1,5 milliard, 750 millions sont consacrés aux aides à la personne, qui incluent également de l'économie. Je prends un exemple. Les personnes âgées, c'est 205 millions d'euros à charge du budget du département. Mais il y a des personnes âgées qui sont en établissement, maison de retraite, en EHPAD. Donc, quand elles ont des prestations, ça aussi nourrit les emplois, puisque vous savez qu'ils sont obligés d'avoir un personnel en fonction des nombres de résidents. Lorsque la personne est accompagnée à domicile, c'est également un salaire qui est versé à la personne qui accompagne la personne âgée. Donc cette action-là, ce n'est pas simplement un guichet de sécurité sociale. C'est aussi une injection dans l'économie à travers un pouvoir d'achat qu'on distribue. Sur les personnes handicapées, c'est 147 millions d'euros. Bien, les personnes handicapées, elles ont besoin d'une tierce personne et donc c'est le département qui les accompagne. Donc ça nourrit en même temps l'économie, l'emploi et le pouvoir d'achat. C'est 1,5 milliard d'euros. Ben, je peux vous dire que ça repart sur l'économie à travers les salaires versés, mais à travers également les emplois induits. Que pensez-vous de la polémique autour de Muriel Rességuier, sa participation à la manifestation, et puis aussi la radicalisation des mouvements de contestation? Oui, alors, les mouvements de contestation, la radicalisation, je pense qu'il y a une culture chez un certain nombre de groupes qui sont la culture de la casse, qui n'ont rien à voir avec la cause qui est défendue, avec la cause étudiante. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la casse. D'ailleurs, on a vu leurs équipements, on a vu leur organisation. Même le directeur départemental de la sécurité publique a avoué que ces méthodes-là, il ne s'y attendait pas. Donc ce sont des gens entraînés, déterminés à casser. Ensuite, la présence d'une députée de la République en tête de cortège, de ce type de cortège-là, personnellement, moi j'ai été parlementaire pendant 15 ans, je n'aurais pas assisté à ce type de rencontre-là. Si ça avait été un mouvement pacifique, pourquoi pas? Ça m'est arrivé de manifester d'une manière pacifique parce qu'il fallait contester. Et le droit de grève, le droit de manifester, c'est un droit inscrit dans la Constitution. Voilà, donc elle a pris sa responsabilité, mais je pense que peut-être qu'aujourd'hui, elle ne le referait pas. Une autre affaire, là, vous avez été mis en cause par les Soréliens là, sur l'affaire des gènes au début de l'année, vous vous souvenez? Oui, très bien. Très bien. Et donc, voilà, ça s'est calmé un petit peu, c'est reparti un petit peu il y a quelques jours, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, écoutez, je ne leur ai même pas répondu parce que j'ai fait l'objet de mise en cause sur les réseaux sociaux, sur un déchaînement, me traiter de raciste, moi qui ai des petits-enfants métistes, moi qui ai combattu Georges Frêche sur ses propos, quand il a parlé des blagues de l'équipe de France, quand il a parlé des harkis des sous-hommes, j'ai été un des seuls responsables héroltais à m'ériger à Paris. J'ai saisi, à l'époque c'était François Hollande qui était premier secrétaire, et il a sanctionné Georges Frêche par rapport à des propos qui n'ont rien à voir avec nos idées progressistes. Donc moi j'en souris. Quelqu'un a titré « Tempête dans un verre d'eau », moi je dis c'est « Tempête dans un postillon ». Et c'est ce que je leur ai répondu. Et comment caractérisez-vous cette façon de faire de la politique des amis de Philippe Sorel au conseil départemental? Vous savez, un conseil départemental, c'est une institution qui traite sur l'ensemble des départements. Chacun est représentant d'un canton, mais on vote sur des politiques départementales, transversales et thématiques. Ce n'est pas des politiques de clocher. Et lorsque on veut contribuer à construire ces politiques-là, il faut apporter des propositions concrètes et pas être simplement dans la contestation, dans la vocifération, dans l'exigence d'une prise de parole immédiate. Il y a des règles. Tout fonctionnement institutionnel, il y a des règles. Nous avons un règlement qui a été voté à l'unanimité. Ce règlement, je le fais appliquer, c'est mon rôle. Moi, je tiens à ce que l'Assemblée départementale ne soit pas la foire d'empoigne et que ce soit une assemblée qui débat avec de la contradiction, mais du respect, de l'écoute et puis de l'application des règles qu'on s'est fixées nous-mêmes. Parce que nous avons reçu Maud Botkin la semaine dernière et elle nous a dit que, en fait, vous ne lui donniez pas la parole quand
quand elle souhaitait prendre la parole, et c'est pour ça qu'il y avait ce contentieux entre la direction du département et les conseillers départementaux soréliens. Alors, chaque séance du conseil départemental commence par les informations du président. Il est bien précisé que dans le règlement, les informations du président ne donnent pas lieu à débat, prise de parole. Bon. Ensuite, lorsqu'il y a une demande de prise de parole, je leur dis à la fin de la séance de la matinée, vous aurez la parole. Et à ce moment-là, j'ouvre la parole. Sinon, les informations du président donneraient lieu à des débats sans fin. Donc il y a des règles. Ensuite, sur un dossier particulier, sur un rapport, ils veulent intervenir sur le rapport, ils ont la parole. Ils s'inscrivent et ils ont la parole, systématiquement, qui que ce soit. Faut-il la demander, mais pas l'exiger en levant la main, en criant, en se levant. Bon. Toutes les séances sont filmées, sont diffusées sur hero.fr. Et j'ai beaucoup de réactions d'auditeurs qui sont là et qui me disent « mais ça fait honte à la démocratie de voir de tels comportements ». Moi, je reste toujours calme, j'ai ma maîtrise et je tiens à ce que l'Assemblée délibère dans une ambiance sereine. Après 2 ans et demi de mandat, quel bilan faites-vous de votre présidence? 2 ans et demi de mandat, le bilan de la présidence, c'est toutes les actions que j'ai souhaité engager sont en cours. Je vous ai parlé du très haut débit, j'ai été élu le 2 avril, le 5 avril, j'ai rencontré la ministre et nous avons pris le train en marche du plan national. Nous avons Vous avez pris le train en marche sur les rails. Bon, d'accord. Ah oui, voilà. Le train était sur rail. J'avais mal compris. Ouais. C'est une expression courante, mais nous avons été validés. J'avais reçu une lettre du Premier ministre me disant qu'il nous accordait à l'époque 57 millions d'euros. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup moins. Et puis, on a eu la région, on a eu l'Europe, on a eu toutes les aides. Et nous avons tellement bien travaillé qu'on a pu boucler la délégation de services publics dans les délais avec une programmation jusqu'en 2022 où tous les Héroltais, où qu'ils résident, quel que soit le point du territoire, seront desservis par le très haut débit. Et ça, c'était une attente très forte que tous les élus du conseil départemental, dès la rentrée d'avril 2015, avaient constaté qu'on soit en urbain, en périurbain ou dans le rural, c'est une demande générale, tant par les citoyennes et les citoyens, pour leurs usages personnels, mais également pour des usages professionnels, et y compris les entreprises. Tout à l'heure, je vous parlais de viticulture. Le nombre de viticulteurs qui me disent « mais moi, je vends beaucoup sur mes sites, mais quelquefois, j'ai des difficultés à communiquer avec mes clients parce que je n'ai pas suffisamment de débit ». Donc ça va aussi apporter non seulement un service, mais une économie supplémentaire. Êtes-vous toujours ami avec Philippe Sorel? Pour ne plus être ami, il faut se disputer. Bon, moi, je n'avais jamais entendu faire une déclaration tonitruante, mettre en cause qui que ce soit. Moi, je suis sur les prérogatives du département, je défends les positions du département et j'ai aucune raison de considérer Philippe Sorel comme mon ennemi. Mais voilà, ça s'arrête là. Et c'est pas votre ami non plus? Écoutez, pour être ami, si on se parle, si on dit bonjour, bonsoir, on est amis. Moi, à chaque fois que je vous vois, je vous dis bonjour, donc on est amis. Voilà. Ok. Parce que la métropole a un peu, entre guillemets, dépouillé le département. Pas du tout. Non? Pas du tout. Pas du tout. Un petit peu, sur l'aire métropolitaine, nous avions la petite souris a grignoté. Non, pas du tout. Non, il y a une clarification, chacun a maintenant, à travers le transfert des compétences, par exemple, on a transféré 400 km de route, il nous en reste 4600. Donc on n'est pas dépouillé dans ce domaine-là. On leur transfère, je relève que chaque année, c'est le département qui continue à financer. On leur transfère 12,6 millions pour les routes. On leur a transféré la culture, c'est 4,7 millions chaque année que le département finance, à condition que les festivals soient maintenus. Donc les festivals sont maintenus, cette année, on versera les 4,7 millions. Vous n'êtes pas un peu frustré d'avoir perdu un petit peu ces 400 km de route et la culture métropolitaine? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pose la question. Mais vous savez... Parce que bon, le domaine d'eau, quand même, c'était... le domaine d'eau... C'était quand même la construction du département depuis 30 ans au moins, non? C'est ça? Oui, il y a 30 ans, le Printemps des comédiens a fêté ses 30 ans. Il y a 2 ans, ça fait la 32e année du Printemps des comédiens.
Ça, on le doit à Gérard Sommade. Mais tant que le printemps des comédiens perdurera, le département continuera à financer. Le jour où un festival s'arrêtera, on ne financera plus. On a le nord du domaine d'eau qui a été transféré à la métropole, théâtre Jean-Claude Carrière et l'amphithéâtre. On a gardé toute la partie sud, avec le petit théâtre d'eau, avec le château d'eau, avec les bassins. Nous avons une programmation culturelle dans cet espace-là. Et nous avons, sur le plan départemental, créé un nouvel EPIC, un établissement public, industriel et commercial, qui s'appelle l'EPIC Héroculture, qui nous permet de faire rayonner la culture sur l'ensemble du département. Auparavant, il faut avouer qu'il y avait une concentration montpelliéraine. Voilà. Donc aujourd'hui, le département joue bien son rôle des solidarités territoriales, puisqu'il irrigue, il aide à la création, il aide à la diffusion sur beaucoup d'espaces, avec des conventions, comme le théâtre de Ganges, le théâtre de Jacou, le théâtre de Clermont-Lérault, celui de Bédarieux, la Tuilerie, la Cigalière à Sérignan, le petit théâtre de Pierre à Fouzillon. Donc tout ça grâce à Héroculture qui irrigue. Et nous avons un gros projet culturel. Nous allons choisir l'architecte bientôt, dans les jours qui viennent, sur le domaine de Baïssan, où on a un grand domaine départemental, où on va ancrer la culture très fortement. En 2014, là, vous souteniez Jean-Pierre Moore. La victoire de Philippe Sorel, vous a-t-elle bluffé? J'ai été, pour tout vous dire, j'ai été surpris. Parce que c'est vrai qu'il était assez loin dans les sondages. Bon, il y a probablement eu des erreurs, mais je ne veux pas m'ériger en juge, des erreurs de stratégie de la part de l'équipe de Jean-Pierre Moore. Je parle de son équipe. Quelque part, pas de lui. Non, sincèrement. Non, mais vous savez, quelquefois, quand on est président, il était président de l'agglomération à l'époque, quand on est président, il faut savoir aussi garder les oreilles tendues, les yeux ouverts, parce que votre entourage a des fois tendance à dire on va protéger le président, il ne faut pas qu'il aille là, il faut pas. Donc Jean-Pierre Moore a été mis dans une bulle, je le dis clairement, par une personne qui était omniprésente, omnipotente et qui contenait tout. Et je lui disais à Jean-Pierre, va au contact des gens, ne reste pas abrité derrière ce paravent de personnes qui veulent protéger le président. Ton rôle, c'est d'aller expliquer, d'aller sur le terrain. Et bon, cela n'a pas été fait. Donc, si j'ai une analyse à faire, c'est de dire, bon, il n'a pas eu une bonne stratégie parce qu'il était donné gagnant. Maintenant, Philippe Sorel a gagné, à la surprise générale. Je crois que même lui-même a été surpris. Mais voilà, ça c'est le sort des urnes qu'il faut accepter. Revenons là sur les élus de la mairie de Montpellier. En 2015, ils ont voté pour vous. Oui. Et depuis, ils ne votent plus les budgets. C'est ça? Oui. Donc, est-ce qu'ils défendent bien leur canton? Ben écoutez, je n'ai jamais eu de proposition concrète sur une action précise concernant leur canton. C'est vrai que c'est des cantons urbains, que les principales réalisations sont faites sous la maîtrise d'ouvrage de la ville ou de la métropole. Il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage départementale. Mais je considère que quand on est élu conseiller départemental, on l'est pour l'ensemble du département. Et ça n'empêche pas mes collègues ruraux à prendre part au débat lorsqu'il s'agit d'aménagement urbain ou périurbain. On a la ville de Béziers, on a la ville de Sète, on a la ville de Lodève. Tout le monde contribue. Bon, eux se sont cantonnés dans un territoire avec simplement une seule chapelle. Ce n'est pas le rôle que je m'en fais en conception de celui d'un conseiller départemental. Soutiendrez-vous Michel Delafosse, qui est votre rapporteur du budget, au municipal en 2020? Écoutez, Michael Delafosse est un homme en qui j'ai toute confiance. Il est président de la commission éducation-culture. Je lui ai confié la présidence de la commission des finances. Vous savez qu'avant, il a eu une délégation ici à la ville sur l'urbanisme. Il a eu une délégation à la culture. Et je lui ai dit, tu es quelqu'un de jeune, il faut se forger à un ensemble de compétences. Donc aujourd'hui, il est pleinement imprégné des finances. Il a pris ce travail à cœur. Et je lui fais toute confiance pour ce budget d'1,5 milliard. Si je lui accorde cette confiance, c'est que je sais que c'est un homme de valeur et qui probablement, ça ou là, a un avenir, peut-être au département, parce que je lui ai dit, avec toutes les compétences que vous allez acquérir, notamment à travers les finances, où là on a une vue transversale sur toutes les actions départementales, eh bien, c'est un profil qui un jour pourrait convenir à la tête du département. Pourquoi pas?
À la tête du département. Du département, d'une collectivité. Ou de la ville. Pourquoi pas? De toute façon, aujourd'hui, tout est ouvert à tout le monde. Personne ne peut dire j'ai le monopole d'une candidature. Serez-vous candidat à votre propre succession c'est en 2021, c'est bien? Oui. Ou visez-vous le Sénat comme il a été entendu de ci et de là? Écoutez, moi, j'ai de tout temps. Ça fait 40 ans, 41 ans cette année, que j'ai acquis la confiance des électeurs sans discontinuer. 13 élections au suffrage universel direct sur mon propre nom. Bon, j'ai été élu. Vous avez été élu 13 fois? Oui. Et chaque fois, je dis, ma décision, je ne la prendrai que 3 mois avant l'échéance. Pourquoi? Si aujourd'hui, je dis que je suis candidat à tel ou tel poste, eh bien, dès que je fais une action, ça y est, il est en campagne. Si je dis je ne suis plus candidat, j'arrêterai, et je ne peux pas donner suite à une sollicitation, une action, et bien voilà, maintenant qu'il arrête, il s'en fiche. Donc, c'est une règle permanente, et je m'inspire de François Mitterrand qui avait dit « Si vous ne voulez pas qu'une décision se sache, ne la prenez pas, cette décision. » Donc, je n'ai pas pris ma décision. Ni pour le Sénat, ni pour la présidence du Conseil. Le jour où je prendrai ma décision, vous serez le premier ou un des premiers à en être informé. Bon, parce je tiens mes engagements. Il a été dit aussi que vous aviez un peu dealé votre soutien au sénatorial avec le soutien à Bourgi comment ça s'appelle, au PS34, non? Vous savez, moi je suis quelqu'un avec des convictions et j'ai une fidélité dans mes positions. Je ne voyais pas en quoi Hussein Bourgi avait démérité. Il a remis de l'ordre dans la fédération. Les comptes sont à flot. On n'a pas eu besoin de vendre le siège. Donc Hussein Bourgi a fait un excellent travail. Et j'ai considéré que je devais continuer à lui donner ma confiance. Je l'ai fait. Et je me suis beaucoup investi. Et aujourd'hui, il est toujours le premier secrétaire fédéral. Mais chez moi, il n'y a pas de deal. Parlons de Delga un peu. Vous faites une politique un petit peu traditionnelle, commune par commune, face à la jeune technocrate Carole Delga, qui voit plutôt l'intercommunalité. On peut dire ça comme ça. N'y a-t-il pas une vision différente, voire une friction au niveau de l'action politique? Bon, Carole Delga est tout sauf une technocrate. Elle a été maire de Marthe-Lausanne, donc petite commune dans le Comminges, donc elle a une expérience. Il y a peu de présidents de régions, de départements qui ont eu une expérience comme elle a eu. Elle a été parlementaire, elle a été ministre. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers, qui travaille énormément. Je l'admire dans sa capacité à occuper le terrain parce que je suis son agenda, elle est régulièrement à l'extérieur. Donc je sais qu'elle a une force de travail importante, donc elle doit aussi travailler ses dossiers. Et Carole Delga, à l'échelle d'une région avec 13 départements, elle ne peut pas s'adresser aux 6000 maires de la région. Donc, elle préfère s'adresser par des secteurs regroupés en intercommunalité. Moi, je n'ai que 343 communes dans l'Hérault. Moi, mon interlocuteur direct, c'est le maire. J'ai aussi des contacts et des projets avec les intercommunalités. Mais je privilégie le contact avec le maire. Parce que le maire, c'est lui qui est responsable de la gestion sur son propre territoire, sur la progression de ses équipements. Et quand je vais sur le terrain, je dis aux élus, les dossiers que vous me présentez sur mon bureau, je les examine. Quand je viens sur le terrain, je vois la 4e dimension, la dimension humaine. Et c'est là où je détermine quel est l'enjeu et comment le département peut accompagner telle ou telle réalisation. Donc c'est une politique de gestion différente. L'échelle étant un département, 343 communes, une région, 13 départements. La campagne des législatives 2017 n'a-t-elle été pas votre campagne de trop? Je n'étais que suppléant, oui. Mais cela étant, je peux vous dire que qui que ce soit aurait été balayé partout. Il suffisait d'avoir une étiquette en marche. Quand vous pensez que, je vais sortir du département, en Haute-Garonne, il y a une candidate qui a été interpellée par le fisc quelque temps avant l'élection, une voyante qui ne déclarait pas ses revenus au fisc, elle a quand même été élue. Tout le monde savait qu'elle était inquiétée par la justice, elle a quand même été élue. C'est-à-dire que les électeurs ont voté une étiquette. Et ils découvrent aujourd'hui que le personnage, femme ou homme qui a été élu député,
n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il attendait. S'il fallait changer quelque chose, que changeriez-vous là Sur je sais pas, ce qui vous vient en tête dans la politique, dans le département, dans la ville, dans la région, s'il vous fallait changer quelque chose? S'il fallait changer quelque chose, moi je vais parler à l'échelle du département, je crois que c'est mieux faire connaître les compétences des uns et des autres. Je parle commune, intercommunalité, département, parce que les citoyens s'y perdent un peu, ne savent pas trop de qui dépend l'équipement. Ici, c'est la métropole, c'est la ville, donc c'est dans un périmètre urbain. Quand vous êtes sur Béziers, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une grosse opération rénovation urbaine qui est menée par l'agglomération. Tout le monde pense que c'est la ville de Béziers qui le porte, mais non, c'est l'agglomération. Donc il y a déjà un manque de clarification, d'identification d'action par tel ou tel type de collectivité. Ensuite, le fonctionnement des institutions, il est tellement huilé, il est tellement, je dirais, bicentenaire que là, il n'y a rien à dire. C'est peut-être le comportement de certaines personnes qu'il faudrait changer. La perte de la compétence de la culture au profit de la métropole a-t-elle changé la façon dont le département a-t-elle changé la politique culturelle du département? Oui, oui, oui. Oui, parce que, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, tout était concentré à travers l'EPIC du domaine d'eau et c'était la base arrière, la base centrale, c'était le pivot de l'action culturelle du département. Aujourd'hui, on a voté un budget de 12 millions d'euros sur la culture, et bien il se répartit sur l'ensemble du département. Et au-delà, on rajoute 4,7 millions simplement pour la métropole. Donc c'est grâce au département que la culture rayonne aussi sur la métropole et dans le domaine d'eau. Allez-vous faire un autre printemps des comédiens comme vous l'avez fait avec un autre Saperlipopette Non. Non, le Printemps des comédiens, il est de haute qualité. C'est le deuxième festival le plus fréquenté de France après celui d'Avignon. Jean-Claude Carrière, Jean Varela sont des gens qui sont très compétents dans la programmation, qui attirent un nombre public. Le succès est au rendez-vous. On ne va pas plagier cette action-là. On va se diversifier sur la musique, sur le cirque, sur les arts vivants. On va se diversifier, mais on va toujours continuer à faire en sorte que chaque point du département ait un concours du département et d'Héroculture sur l'animation, sur la programmation. Donc là-dessus, pour moi, il n'est pas question d'essayer de refaire les mêmes choses qui marchent très bien ailleurs. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. On va rester sur la culture, je crois. Si vous n'avez mis que des questions sur la culture, ah non, mais on a fait de la politique au début, hein, on a fait de la politique. Alors, le partenariat a-t-il un lieu projet culturel comme l'a été le domaine d'eau? C'est ça? Le département. Le département a-t-il un lieu projet culturel comme l'a été le domaine d'eau? Oui, 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 oui. On a le projet du domaine départemental de Baissan. Donc je rappelle que c'est à la sortie ouest de l'autoroute A9 à Béziers. On est à 35 minutes de Montpellier. On est à 10 minutes, 15 minutes de Narbonne. On est à 1h50 de Toulouse, 1 heure de l'Espagne. Et puis par l'A75 qui vient se connecter sur l'autoroute A9, on est à proximité du Massif central. Donc c'est un lieu idéalement placé. Et nous avons une trentaine d'hectares qui est propriété départementale. Et à l'arrière, on a 140 hectares qui sont propriété du département et de la ville de Béziers à travers un syndicat mixte, où le département est majoritaire, il détient 2/3 des parts. Donc on a la maîtrise foncière. Sur l'aspect culturel, nous avons un théâtre de toile à Sortie Ouest, qui s'appelle Sortie Ouest d'ailleurs, qui est vétuste, qui risque un jour de se déchirer. Donc on a décidé de construire un nouveau théâtre. En dur? Un théâtre en dur, oui, un théâtre en dur, modulable, avec une capacité de 400 à 500 places. Donc le projet, on va découvrir le concours d'architectes le 4 mai, je crois. Puis à la place du théâtre de toile, on va faire un amphithéâtre de plein air de 900 à 1000 places. Il ne faut pas oublier que nous avons déjà la chapelle qui servait de lieu d'expression culturelle. Nous avons à l'intérieur du domaine un espace culturel qu'on a aménagé, qui est dans l'enceinte, dans la cour l'enceinte des bâtiments.
avec 650 places assises. Nous avons l'ancien chai qu'on va aménager lorsque on aura transféré tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les mobiliers de théâtre, on va les transférer sous l'amphithéâtre. Et l'ancien chai, ça va être une salle d'exposition, de résidence d'artistes, de création d'art contemporain. Donc ça, c'est la partie culturelle. Et puis, juste à côté, qui jouxte, nous allons livrer au mois de juin un grand espace sur 10 000 m² de jeux d'enfants, mais avec des jeux très importants, des jeux de 6 à 7 mètres de haut, avec pas le petit jeu que vous trouvez dans le jardin public commun. Un peu plus haut, c'est un espace sportif avec un parcours de fitness, un parcours de jogging, un parcours VTT. Et puis, sur 20 hectares, qui longent la rocade et l'autoroute A9, à Langres, sur 20 hectares, on est en train de travailler sur un projet, les Jardins de Méditerranée. D'accord. Donc, voilà. Ah ben donc un projet culturel et sur les 140 hectares, nous avons signé une convention avec un groupe privé où il n'y a pas un euro d'argent public, mais simplement on met à disposition le terrain pendant le temps des études. On est à la deuxième phase d'études, ils nous ont déjà présenté une maquette. Ils sont alliés avec le groupe Finkwell, qui est le groupe qui a été porteur du parc Harry Potter. Donc c'est quelqu'un qui est dans le métier. Et ils sont en train de travailler sur un parc à thème sur le cinéma et le numérique. Le thème sera le cinéma et le numérique. Donc si ça voit le jour, c'est à peu près 800 000 visiteurs par an, c'est 1 milliard de travaux, et c'est aussi une économie induite par toutes ces activités-là. Donc sur Béissa, on a un très grand projet qui sera à minima à l'échelle régionale, et le parc sur le cinéma, c'est à l'échelle internationale. Voilà, donc en fait le domaine d'eau, il a été transféré dans les environs de Béziers, on peut dire ça. Non, ce n'est pas du tout la même chose, c'est pas la même jauge. C'est différent, pour faire différent. Oui, c'est pas le même site. Bon, vous avez vu que les jardins pour les enfants, les jeux pour la jeunesse, les parcs de jeux, l'attractivité, c'est aussi un appel aux familles, mais c'est également rayonnant parce que ça va s'adresser à 35 minutes de Montpellier. Des fois, pour traverser Montpellier du nord au sud, il faut 40 minutes. Et bien là, vous prenez l'autoroute, 35 minutes, vous aurez toutes les activités, y compris une programmation culturelle, qui sera complémentaire et pas concurrentielle sur ce qui se passe sur Montpellier. Très bien, ben je vous remercie. Merci à vous. Déjà fini ?